Il n'a pas demandé plus de discours, il a annoncé une date. Premier trimestre 2026, du matériel de recherche de dernière génération sera installé au Burkina Faso. Cette phrase n'est pas une promesse scientifique, c'est une rupture politique. Parce que ce qui est nommé ici n'est pas un microscope, c'est une frontière mentale qui est franchie. Pendant des décennies, analyser une cellule signifiait partir en Europe, payer, attendre, dépendre. Ce rituel n'était pas technique, il était idéologique. Quand un pays accepte que le savoir commence ailleurs, il accepte aussi que la décision n'y revienne jamais. Ce jour-là, le président ne découvre pas un manque d'équipement, il met à nu un système, un continent riche, formé, peuplé, mais structurellement empêché de produire ce qu'il comprend. Et à partir de là, le discours change de nature, il ne parle plus de science, il parle de souveraineté, parce que la recherche n'est pas neutre. Celui qui contrôle les outils décide de ce qui mérite d'exister, d'être testé, d'être validé. Dire que le Burkina Faso aura ses propres centres, c'est dire que l'attente prend fin. Ce n'est pas un élan émotionnel, c'est une accumulation de chiffres d'importation, accumulation de talents partis faute d'environnement, accumulation de dépendance déguisée en coopération. Et quand il affirme que la révolution est aussi scientifique, technologique et industrielle, il ne décrit pas un idéal, il trace une ligne de non-retour, car une fois que l'idée est acceptée, que produire est possible ici, continuer à importer devient une décision politique, pas une fatalité. À ce moment précis, une question s'impose à tout le continent. Si l'outil revient à la maison, qui portera encore l'excuse de l'impuissance? Il ne s'est pas contenté d'annoncer des machines, il a attaqué le cœur du problème, le conditionnement, parce que le vrai retard africain n'est pas dans l'acier ou les circuits, il est dans l'habitude de croire que l'effort suffit à condition d'être lent. Quand il parle de paresse, ce n'est pas une insulte, c'est un diagnostic stratégique. On a importé des normes de confort avant d'importer des capacités, on a défendu des horaires avant de bâtir des industries, on a sacralisé des droits sans mesurer le retard accumulé, et ce glissement n'est pas accidentel, car pendant que certains continents travaillaient jour et nuit pour rattraper, l'Afrique a été encouragée à se distraire, à consommer, à applaudir, pendant que sa valeur partait ailleurs. Ce n'est pas une colère spontanée qui parle ici, c'est une lecture froide des rapports de force. Quand il dit qu'un chantier prévu pour 10 mois peut être terminé en un, il ne glorifie pas l'épuisement, il détruit le mythe de l'impossibilité, parce que si l'intensité est possible dans le bâtiment, elle l'est aussi dans l'esprit. Et c'est là que le discours devient dangereux, il affirme que l'égalité humaine n'est pas morale mais biologique, même cerveau, même potentiel, différente exploitation. À partir de ce point, l'échec n'est plus attribuable à l'histoire, il devient un choix collectif répété. Puis il nomme ce que beaucoup évitent. La fuite des cerveaux n'est pas seulement une trahison individuelle, elle est le résultat d'un écosystème qui n'offre rien à retenir. Mais une fois que l'État annonce qu'il équipera, qu'il soutiendra, qu'il centralisera, le départ cesse d'être une nécessité, il redevient une décision. Et quand une décision devient visible, elle devient aussi jugeable. À cet instant, la jeunesse n'est plus un symbole, elle devient une responsabilité. La question n'est plus avons-nous été empêchés, mais que ferons-nous quand l'excuse disparaîtra? À ce stade, le discours cesse d'être institutionnel, il devient frontal, il ne s'adresse plus aux structures, il s'adresse au comportement, boire, danser, consommer, se divertir pendant que d'autres produisent. Ce n'est pas une critique morale, c'est une équation économique. Un peuple qui consomme ce qu'il ne fabrique pas finance la puissance de ceux qui l'admirent, et quand cette consommation devient un mode de vie, la dépendance devient invisible. Le président ne décrit pas une jeunesse perdue, il décrit une jeunesse occupée ailleurs, occupée à célébrer pendant que les ressources quittent le territoire. Occupée à regarder pendant que les décisions se prennent hors champ, occupée à survivre symboliquement dans un système qui ne lui laisse aucun levier réel. Et c'est là que la narration bascule, parce qu'il ne blâme pas seulement, il compare, il rappelle que les ancêtres savaient identifier les sols, extraire le fer, transformer l'or, pas avec des diplômes importés, avec de l'observation, de la transmission, de l'endurance. Cette comparaison n'est pas nostalgique,
Elle est humiliante par design, car si hier était possible sans électricité, l'impossibilité d'aujourd'hui devient suspecte. À partir de ce moment, l'histoire ne sert plus d'excuse. Elle devient une preuve à charge. Et quand il affirme que l'Afrique a été programmée pour consommer, il ne parle pas de complot abstrait. Il parle d'habitudes encouragées, financées, normalisées, télévision saturée de distractions, événements célébrés plus que les inventions, récompense massive pour le spectacle, silence pour la création. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix répété. Et chaque choix répété façonne une génération. Lorsqu'il pose une question simple à qu'est-ce qui empêche de fabriquer un ventilateur, il ne cherche pas une réponse technique, il expose le vide entre capacité et volonté, parce qu'une fois que copier devient acceptable, le mythe de l'incapacité s'effondre. Et quand ce mythe tombe, le vrai conflit apparaît, soit continuer à consommer en se racontant que c'est normal, soit accepter que produire exige discipline, renoncement et conflit. À ce point précis, le discours ne flatte plus personne, il force un choix. À partir d'ici, il ne parle plus seulement de mentalité, il attaque la mécanique, les chiffres entrent en scène et avec eux, la douleur devient mesurable. Des milliards qui sortent chaque année pour s'habiller, s'équiper, s'asseoir, étudier, pas pour des technologies de pointe, pour des choses élémentaires, vêtements, chaises, tables, équipements de salle de classe, rien de complexe, rien d'inaccessible, et pourtant tout est importé. À ce moment-là, le discours cesse d'être idéologique, il devient mathématique. Quand 20 millions de personnes dépensent individuellement de petites sommes, l'addition collective devient une hémorragie. Ce n'est plus une question de pauvreté, c'est une question d'organisation. Et c'est là que la stratégie apparaît clairement. Il ne supplie pas le secteur privé, il le contraint. Soit vous produisez ici, soit les contrats ne passent plus. Ce n'est pas une menace émotionnelle, c'est un réalignement des incitations. Parce que tant que l'importation reste plus rentable que la production locale, la dépendance gagne toujours. En annonçant que les budgets seront coupés, redirigés, conditionnés, il envoie un signal sans ambiguïté. Le confort administratif ne primera plus sur la souveraineté économique. À partir de là, même les institutions deviennent des acteurs du changement, qu'elles le veuillent ou non, et le message est clair, le luxe viendra après la capacité, pas avant. Quand il refuse le mobilier importé pour les bureaux publics, il ne parle pas d'esthétique, il parle de priorités historiques. Un État qui consomme comme une élite avant de produire comme une nation creuse sa propre dépendance. Et soudain, une évidence s'impose. Si même les universités, lieux du savoir, sont équipées par l'extérieur, alors le savoir lui-même reste sous licence étrangère. À ce point, la neutralité n'existe plus. Continuer à importer devient un acte politique. Produire localement devient un acte de rupture. Et quand cette rupture commence par les choses simples, bancs, tables, structures métalliques, elle prépare le terrain pour les ruptures plus lourdes. Parce qu'un pays qui apprend à fabriquer ce sur quoi il s'assoit commence à apprendre à fabriquer ce sur quoi il se défend. À ce stade, la question n'est plus « avons-nous les moyens ?», mais « qui a intérêt à ce que nous ne commencions jamais ?» C'est ici que le discours devient irréversible, parce qu'il touche à ce que personne n'ose nommer frontalement, la hiérarchie imposée des valeurs. Quand une Miss reçoit des millions, des voyages, une célébration nationale pendant que l'inventeur reste invisible, ce n'est pas un détail culturel, c'est une architecture mentale. Ce qui est récompensé devient ce qui est poursuivi, et quand le divertissement est mieux financé que la recherche, la société apprend très vite ce qu'elle est censée admirer. Il ne s'attaque pas à la culture, il attaque l'ordre des priorités, car un continent qui consomme sa propre énergie à se distraire laisse à d'autres le soin de décider de son avenir. Et ce n'est pas une accusation vague, il montre comment certaines ambassades financent le spectacle, mais refusent systématiquement la technologie produite sur place. Pas par méchanceté, par cohérence stratégique, parce qu'un pays qui fabrique chez lui devient imprévisible, et l'imprévisibilité est l'ennemi du contrôle. À partir de là, le message change de cible. Il ne parle plus seulement aux jeunes, il parle aux chercheurs. Le savoir sans patriotisme n'est plus une vertu, il devient un risque. Parce qu'un cerveau brillant, détaché de toute responsabilité collective, ne produit que de la valeur exportable. Et cette exportation n'a jamais enrichi le pays d'origine. C'est ici que la notion de symbiose apparaît. Les inventeurs empiriques
les chercheurs formels. L'État comme catalyseur, pas de génie solitaire, pas de sauveur individuel, un système. Et dans ce système, l'argent public n'est plus un capital privé déguisé. Ce qui est financé par la nation revient d'abord à la nation. Cette règle change tout, elle détruit l'illusion du succès rapide, elle impose la lenteur stratégique, elle force la patience industrielle. Parce que concurrencer l'importation exige du temps, de l'apprentissage et surtout l'acceptation de l'échec initial. C'est pour cela qu'il prévient, ne cherchez pas à devenir riche dès la première invention. La richesse immédiate est souvent le signe d'une dépendance recyclée. À ce stade, la révolution n'est plus un slogan. Elle devient un ensemble de renoncements. Renoncer au prestige facile, renoncer à la reconnaissance étrangère, renoncer à l'idée que le progrès doit être validé ailleurs. Et c'est précisément pour cela que ce discours dérange, parce qu'il ne promet pas le confort, il promet l'effort. Mais il laisse entrevoir quelque chose de plus rare, la capacité de choisir son propre rythme historique. Et quand un peuple commence à choisir, il cesse d'être géré. À ce point, le discours ne se contente plus de critiquer, il projette, il rappelle une vérité brutale. Les grandes ruptures technologiques ont commencé il y a plus d'un siècle ailleurs, moteurs, pétrole, explosifs, nucléaire. Et à chaque fois, la même question tombe, lourde. Qu'avons-nous fait pendant ce temps ? Ce n'est pas une comparaison pour humilier, c'est une pression temporelle, parce que le retard n'est plus linéaire, il est cumulatif. 100 ans de retard technologique ne se rattrapent pas par des discours, ils exigent des décisions radicales. C'est là que le mot « guerre » apparaît, pas comme une métaphore, comme un contexte. Un pays en guerre ne peut pas dépendre de chaînes d'approvisionnement étrangères pour ce qui garantit sa survie. Quand il affirme que la défense sera traitée en privé, il ne ferme pas le débat. Il le déplace, il signifie que certaines capacités ne se négocient pas publiquement, elles se construisent. Et quand il dit « Venez me dire que vous pouvez produire un moteur, une poudre, un explosif », il ne provoque pas. Il ouvre une porte conditionnelle, car à partir du moment où l'État annonce son soutien, l'inaction devient visible. Ne pas essayer devient un choix, ne pas créer devient une position politique. Et c'est ici que le récit atteint un nouveau niveau. Il affirme que l'Afrique ne peut même pas fabriquer le moyeu d'une roue de vélo. Cette phrase n'est pas technique, elle est symbolique. Elle montre à quel point la dépendance est devenue normale. Quand l'importation d'un simple convoyeur industriel ne choque plus personne, c'est que la capacité d'indignation a été anesthésiée. Et c'est précisément cette anesthésie qu'il cherche à briser, parce qu'un peuple qui accepte l'absurde ne réagit plus au stratégique. À ce stade, le discours n'appelle plus à l'espoir, il appelle à la responsabilité. Responsabilité de produire, responsabilité d'échouer, responsabilité de recommencer. Car croire en soi ne suffit pas, il faut agir malgré l'échec, démonter un téléphone, rater, recommencer. C'est une pédagogie de la rupture. Une fois cette logique acceptée, le confort intellectuel disparaît et avec lui l'ancienne normalité. À ce stade, il ne reste plus qu'un dernier refuge, le bruit des écrans, le bruit des réseaux, le bruit des contenus qui occupent sans construire. Et c'est précisément là qu'il frappe. Il ne condamne pas l'art, il condamne la saturation. Quand une société passe plus de temps à regarder qu'à faire, elle devient spectatrice de sa propre marginalisation. Ce n'est pas une attaque contre les artistes, c'est un avertissement contre l'architecture médiatique. Parce que ce qui est diffusé en continu façonne ce qui est perçu comme normal. Quand les plateformes récompensent la danse plus que la démonstration, la création technique devient invisible et ce n'est pas innocent. Il révèle un mécanisme. Les projets scientifiques locaux ne sont jamais financés sur place par les mêmes acteurs qui sponsorisent massivement le divertissement. Pourquoi ? Parce que produire ici menace des chaînes de valeur établies ailleurs. À partir de là, le choix devient clair, soit utiliser les outils numériques pour apprendre, démonter, reproduire, soit les utiliser pour s'oublier. Et cette bifurcation n'est pas abstraite, elle se joue chaque jour, chaque heure. C'est pourquoi il appelle explicitement les chercheurs à sortir de leur silo, à traduire le savoir, à accompagner l'intuition, parce qu'une invention sans langage scientifique reste fragile et une science sans ancrage populaire reste stérile. La révolution qu'il dessine n'est ni élitiste ni romantique, elle est fonctionnelle, elle exige une alliance improbable, le cerveau formé et la main créative.
Et dans cette alliance, chacun doit renoncer à quelque chose. Les chercheurs renoncent à la distance, les inventeurs renoncent à l'improvisation permanente, l'État renonce au confort budgétaire. Ce renoncement collectif est le vrai seuil parce qu'une fois franchi, il n'est plus possible de revenir à la distraction comme horizon principal. Le pays cesse alors de demander la permission d'exister technologiquement, il commence à agir comme s'il avait déjà le droit. À la fin, il ne reste plus une promesse. Il reste une exigence. Tout le discours converge vers une idée simple, presque brutale. Le cerveau seul ne suffit pas. Il faut le cœur, un cœur rempli de patriotisme, pas de slogans, pas de drapeaux agités, mais une loyauté concrète envers le lieu où l'on crée, parce qu'un savoir sans attache produit toujours ailleurs, et ce ailleurs ne revient jamais. Ce qu'il propose n'est pas une utopie africaine, c'est une normalité retardée. La Chine l'a fait en 50 ans, d'autres l'ont fait en un siècle. Rien ne dit que l'Afrique en est incapable. Ce qui manque n'est pas l'intelligence, c'est la continuité. Continuité de l'effort, continuité des choix difficiles, continuité face à l'échec. Quand il promet de multiplier les prix pour les inventions, il ne parle pas d'argent, il parle de signal. Ce qui est récompensé oriente une génération. Si créer devient plus valorisé que consommer, alors les trajectoires changent. Et à ce moment précis, 3 futurs s'ouvrent. Si ce message est accepté, le travail redevient une vertu collective et la production cesse d'être une exception. S'il est rejeté, la dépendance continuera sous des formes plus confortables mais toujours plus coûteuses. Si le silence s'installe, le retard ne se figera pas, il s'aggravera. Ce discours ne demande pas l'unanimité, il demande une décision. Pas demain, pas après la prochaine célébration, maintenant parce qu'un continent qui attend d'être prêt ne l'est jamais, et un peuple qui décide de commencer, même imparfaitement, change déjà sa place dans l'histoire. La question n'est donc plus en sommes-nous capables, mais sommes-nous prêts à en payer le prix ?